Bon, bonjour tout le monde. Dans ce premier cours, on va donc analyser donc le chapitre 6 du roman Athènes, bien sûr, donc le dernier jour d'un condamné de son auteur Victor Hugo. Bon, très bien. Alors bien sûr, nous avons déjà donc analysé donc en classe donc l'incipit de cette œuvre. Puis on a dit bien sûr que dans cette œuvre, on raconte l'histoire d'un condamné à mort. Et puis ici, donc l'objectif de Victor Hugo, c'est de ne présenter les souffrances et les angoisses subies par le condamné en attendant bien sûr son exécution. Et puis c'est un roman à thèse puisqu'il défend bien sûr une thèse, celle de l'abolition de la peine de mort, c'est-à-dire de la suppression de la peine de mort. Très bien. Puis on a dit aussi dans l'incipit que le condamné, donc, il est obsédé par l'idée de la mort qui se présente sous plusieurs formes ou sous toutes les formes possibles et il torture le condamné, bien sûr. Donc il est obsédé par cette idée qui est toujours présente et qui lui fait peur. Très bien. Alors bien sûr, donc on commence le chapitre 6. C'est un chapitre très important qui porte sur un thème aussi très important. Et donc, je vous cite directement les objectifs de cette séance. Le premier, bien sûr, objectif, ou la première capacité, c'est d'analyser, bien sûr, l'argumentation dans le récit. C'est bon, on va essayer de dégager les arguments contre la peine de mort dans ce chapitre. Et puis ici, on va analyser un thème très important ici, c'est le thème de l'écriture. Le condamné, bien sûr, dans ce texte, il veut écrire, mais il hésite. On va voir pourquoi écrire, quelles sont les fonctions de l'écriture, et bien sûr, dans quel but, c'est la même chose, donc les fonctions de l'écriture, dans quel but le condamné veut-il écrire, et qu'est-ce qu'il veut écrire. Très bien. Comme vous remarquez, bien sûr, devant vous, vous avez donc le texte. Alors là, bien sûr, je vais lire et je vais expliquer en même temps. Donc, vous pouvez suivre bien sûr avec moi dans le texte. Chapitre 6. Je me suis dit. Alors là, bien sûr, donc le condamné, il parle à lui-même. Mais avant de passer à ça, donc on peut bien sûr situer le passage si vous voulez. Donc il s'agit bien sûr du chapitre 6. Dans les chapitres précédents, le condamné, bien sûr, il parle de son procès et bien sûr du transfert à Bicêtre. Et puis il décrit bien sûr cette prison hideuse. C'est clair. Et puis, bien sûr, elle traite aussi du comportement des autres prisonniers, du guichetier, du geôlier, etc. Et puis, donc, il nous montre que c'est une personne qui est un peu, donc, qui est lettrée. Il a étudié le latin, il parle le latin. Et c'est pour cela qu'on lui a donné, donc, un peu d'encre et une plume. Comme ça, donc, il pourrait écrire. Très bien. Alors, puisque maintenant, il a les moyens d'écrire. Et c'est ce qu'il a dit. Donc, si on veut citer ce passage, donc, ce passage vient après, bien sûr, donc, le transfert du condamné, donc, à la prison de Bicêtre. Donc, il s'agit donc ici d'un roman à thèse, écrit par Victor Hugo et publié en 1929. Très bien. Le condamné parle. Je me suis dit. Qui parle? C'est le condamné. À qui? À lui-même. Je me suis dit. Donc, il s'agit toujours d'un monologue. Je me suis dit, puisque j'ai le moyen d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas? C'est bon. Puisque j'ai le moyen d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas? Alors là, bien sûr, donc le condamné se pose la question, puisqu'il a les moyens, il a l'encre, donc le mided, il a la plume, la plume pour écrire, c'est comme un stylo quoi. Mais c'est très ancien, la plume richa. Puisque j'ai le moyen d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas? Donc, mais quoi écrire? Alors là, le condamné, bien sûr, donc il se pose la question pourquoi ne pas écrire? Mais il se pose une autre question. Mais quoi écrire? Qu'est-ce que je vais écrire? Alors la réponse, regardez ce qu'il a dit. Pris entre quatre murailles de pierre nue et froide, sans liberté pour mes pas, sans raison pour mes yeux.
pour unique distraction machinalement occupé tout le jour à suivre la marche lente de ce carré blanchâtre que le Judas de ma porte découpe vis-à-vis sur le mur sombre. Et comme je le disais tout à l'heure, cela seul avec une idée de crime et de châtiment, de meurtre et de mort. Regardez. Très bien. Alors là, bien sûr, le condamné se pose la question, qu'est-ce qu'il va écrire? Et bien sûr, pour lui, il n'a rien à écrire. C'est bon. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il n'y a qu'une seule idée. Regardez. Seule avec une idée. Une idée de crime et de châtiment. De meurtre et de mort. C'est bon. Donc, puisqu'il a une seule idée en tête, alors là, pour lui, il ne peut pas écrire jusqu'à maintenant. Et puis, vous avez donc ici un point d'exclamation, donc, à la fin. Alors là, donc, on se pose la question, une personne qui a une seule idée en tête, comment il peut écrire? Qu'est-ce qu'il va écrire? Puisqu'il a une seule idée. C'est bon. Et bien sûr, puisqu'il est condamné à mort, donc, cette idée, il le hante. Il est toujours présente là. Il l'occupe. Il l'obsède. Très bien. Regardez ici. Pris entre quatre murailles de pierre nues et froides. C'est bon, qui inspire donc la froideur. Sans liberté pour mes pas. Parce que normalement, quelqu'un qui veut écrire, donc il doit être libre, il doit marcher. Mais comment marcher dans une cellule? C'est impossible. Sans raison pour mes yeux. C'est bon. Normalement aussi, pour écrire, on doit être dans un espace ouvert, comme ça, on regarde dans l'horizon, et puis on écrit, donc ça nous inspire quoi. C'est bon. Donc, il n'y a pas de liberté pour ses pas pour marcher, et puis il n'y a pas de raison pour ses yeux, donc il n'y a pas quelque chose qui va l'inspirer, qui va le pousser à écrire. Pour unique distraction, machinalement occupé tout le jour à suivre la marche lente de ce carré blanchâtre que le Judas du m'apporte découpe vis-à-vis sur le mur sombre, et comme je le disais tout à l'heure, cela seul avec une idée de crime et de châtiment, de meurtre et de mort. Bon, très bien. Est-ce que je puis avoir quelque chose à dire? C'est bon, donc il se pose encore des questions. Alors là, vous remarquez ici que les questions ici, donc le condamné n'attend pas les réponses, il pose des questions comme ça. Et donc c'est ce qu'on appelle donc des questions rhétoriques. Donc il influence bien sûr donc le lecteur. Est-ce que, donc là, regardez là, donc est-ce que je puis avoir quelque chose à dire, moi qui n'ai plus rien à faire dans ce monde? Et que trouverai-je dans ce cerveau flétri et vide qui vaille la peine d'être écrit? Donc, il se pose bien sûr deux questions qui sont très importantes. La première question, bien sûr, qui ressemble aux autres, est-ce que je puis avoir quelque chose à dire? Moi, qui n'ai plus rien à faire dans ce monde. Alors, quelqu'un qui attend la mort, alors qu'est-ce qu'il va dire, quoi? De quoi il va parler? C'est bon, il n'a rien à dire. C'est une question, bien sûr, rhétorique. Et la deuxième question, regardez, et que trouverai-je dans ce cerveau flétri et vide qui vaille la peine d'être écrit? Qu'est-ce qui mérite, bien sûr, d'être exprimé, d'être écrit, puisqu'il y a une seule idée en tête, c'est l'idée de la mort. Alors ce cerveau, bien sûr, regardez, ce cerveau flétré est vide. Donc il est flétré puisqu'il est, bien sûr, il souffre d'une pénurie d'idées, il y a une seule idée, puis il est vide. Bon, très bien. Alors, comme on a dit, donc, et que trouverai-je dans ce cerveau flétri et vide qui vaille la peine d'être écrit? C'est bon, ce sont des questions rhétoriques. Bon, très bien. Alors, bien sûr, pour récapituler dans ce premier paragraphe, le condamné, bien sûr, il a les moyens d'écrire, mais il se pose des questions, bien sûr, qui sont légitimes pour lui. Des questions du genre, qu'est-ce que je vais écrire? Qu'est-ce qui mérite d'être écrit? Puisque j'ai une seule idée, puisque je suis captif. C'est bon? Très bien. Et puis, donc, ici, vous remarquez dans ce premier paragraphe que le condamné, il hésite entre écrire et ne pas écrire. Et puis, s'il décide d'écrire, qu'est-ce qu'il va écrire? Bon, très bien. Maintenant, on passe au deuxième paragraphe. Regardez. Il commence par une autre question. Donc, on va choisir une autre couleur. Pourquoi non? C'est bon. Alors, pourquoi non? Pourquoi ne pas écrire? Si tout autour de moi est monotone et décoloré. C'est bon. Donc, c'est mieux d'écrire puisque autour de lui, tout est monotone.
C'est bon, donc il est répétitif, il voit les mêmes choses tous les jours, il a la même idée en tête, c'est bon, les mêmes choses se répètent tous les jours. Et décoloré, rien n'a de couleur, c'est bon, puisqu'il va mourir, donc il a une seule idée en tête. Il est emprisonné dans une cellule, c'est bon, il n'y a pas de couleur, tout est gris quoi, tout est noir dans sa vie, c'est bon, il est captif physiquement et moralement, donc et puis il attend la mort, donc bien sûr sa vie il est décoloré. C'est bon. Regardez. Elle continue. N'y a-t-il pas en moi une tempête, une lutte, une tragédie? C'est-à-dire malgré tout cela, est-ce qu'il n'y a pas en moi, c'est-à-dire bien sûr c'est le condamné qui parle maintenant, n'y a-t-il pas en moi une tempête? Vous connaissez bien sûr la tempête, c'est un vent qui est très très fort. N'y a-t-il pas en moi une tempête, une lutte? On dit bien sûr donc lutter contre quelque chose, une tragédie. C'est bon, bien sûr ici sa vie c'est une tragédie quoi. Alors, donc est-ce qu'il n'y a pas en moi une tempête, une lutte, une tragédie? Alors là, ici, on peut parler bien sûr d'une gradation croissante. Regardez la réponse. Cette idée fixe qui me possède ne se présente-t-elle pas à moi à chaque heure, à chaque instant, sous une nouvelle forme, toujours plus hideuse et plus ensanglantée à mesure que le terme approche? C'est bon, c'est une autre question, bien sûr. C'est bon, c'est une autre question. Cette idée fixe qui me possède. C'est bon, ce n'est pas le condamné qui possède donc cette idée, mais c'est l'idée qui le possède. C'est bon, il ne le laisse pas tranquille. Cette idée fixe qui me possède ne se présente-t-elle pas à moi à chaque heure, à chaque instant? C'est bon, à chaque heure, elle pense à cette idée le torture, à chaque instant aussi, sous une nouvelle forme. Comme on a vu bien sûr dans l'incipit, donc il est parfois sous la forme, donc il est seul, il est jaloux, il vient de l'enfer, il vient donc se forme d'un couteau dans le rêve, donc c'est comme un spectre de plomb, etc. Bon, regardez, toujours plus hideuse et plus ensanglantée à mesure que le terme approche, c'est-à-dire à mesure que bien sûr donc le rendez-vous, si vous voulez donc le moment de la mort approche, cette idée, il devient donc plus forte et elle torture de plus le condamné sous toutes les formes. Et puis, il la voit donc chaque heure, chaque instant et même chaque seconde. Donc, il est obsédé. On parle ici de l'obsession. Regardez donc ici. Une autre question. Puisqu'il ne répond pas, il n'attend pas de réponse, donc je lui dis ce qu'on appelle des questions rhétoriques. Pourquoi n'essayerais-je ici, donc je vais mettre une autre couleur. Pourquoi n'essayerais-je pas de me dire à moi-même tout ce que j'éprouve de violent et d'inconnu dans la situation abandonnée où me voilà? C'est bon. Alors là, il se pose la question, donc c'est comme s'il décide d'écrire vraiment. Mais s'il veut écrire, à qui va-t-il écrire et qu'est-ce qu'il va écrire? Alors là, bien sûr, vous trouvez la réponse dans cette phrase. Pourquoi n'essayerais-je? Pourquoi tentais-je pas de me dire à moi-même? C'est bon, il va écrire à lui-même. C'est bon. Qu'est-ce qu'il va écrire? Ce que j'éprouve de violent et d'inconnu. C'est bon. C'est-à-dire ce qu'il ressent, ses sentiments. Tout ce qui est violent et tout ce qui est inconnu. Donc, tout ce qui est violent et tout ce qui est inconnu, bien sûr, donc à l'intérieur donc de ce condamné. Bien, c'est-à-dire donc sa vie, bien sûr, donc psychique, son intérieur. Tout ce qui est violent et tout ce qui est inconnu, bien sûr, toutes les souffrances ici, toutes les angoisses, la tristesse, la mélancolie, le désespoir, tout ce que vous voulez. Alors, dans la situation abandonnée, donc me voilà. C'est bon. Alors là, bien sûr, il décide d'écrire pour lui-même et bien sûr, sur ces feuilles, il va transcrire, il va inscrire bien sûr tout ce qui l'envahit de violent et d'inconnu, donc tous les sentiments qui l'envahissent dans cette, tous les sentiments bien sûr qui l'envahissent, pardon, dans cette situation. Bon, regardez, à la ligne, certes, la matière est riche. Regardez, au début, il a dit, donc, il n'y a rien qui mérite d'être écrit. Je n'ai rien à dire, mais maintenant, il a dit, la matière est riche. Il a beaucoup de choses à dire, vraiment. Ici, abrégé que soit ma vie, c'est-à-dire, il est courte, ma vie. Il y aura bien encore dans les angoisses, regardez, dans les terreurs,
dans les tortures qui la rempliront de cette heure à la dernière, du quoi user cette plume et tarir, et donc et tarir, c'est en crier. C'est bon. Ici, abrégé que sur ma vie, il y aura bien encore dans les angoisses, parce que donc le condamné, bien sûr, en attendant la mort, et donc les angoisses l'envahissent et le torturent. Dans les terreurs et les grandes peurs que lui inspire cette idée, dans les tortures, c'est bon, donc il est puni, il est torturé par ces idées, qui la rempliront. C'est bon. Donc, bien sûr, qui rempliront, donc, qui remplissent sa vie, donc, les tortures, les terreurs, les angoisses, de cette heure à la dernière, c'est-à-dire de ce moment jusqu'au moment de l'exécution. De quoi user cette plume et tarir cet encrier. C'est-à-dire, donc, la matière, il est riche en quoi? Il est riche en angoisse. Donc, il est riche, donc, en terreur, il est riche en torture, donc, beaucoup de sentiments qui envahissent le condamné, et puis, donc, c'est une matière riche, et il va, bien sûr, donc, user cette plume et tarir cet encrier, c'est-à-dire donc finir cet encrier puisqu'il va écrire beaucoup de choses concernant ou qui sont liées bien sûr à cette idée qui est le résultat de cette situation donc d'être condamné à mort. Très bien. D'ailleurs, regardez maintenant. D'ailleurs, ces angoisses, le seul moyen d'en moins souffrir, le seul moyen d'en moins souffrir, c'est de les observer et les peindre m'en distraira. Regardez. Donc ici, c'est la fonction de l'écriture, donc dans cette dernière ligne. D'ailleurs, ces angoisses, ces inquiétudes, ces tristesses, ces souffrances, bien sûr qu'elles sont les résultats de cette situation, le seul moyen de moins souffrir. Parce qu'on a dit tout le temps, chaque minute, chaque heure, chaque seconde, il est obsédé par cette idée, il est torturé par cette idée. Mais pour moins souffrir, pour ne pas souffrir beaucoup de ces idées ou de cette idée exactement, c'est, voilà la réponse. Pour moins souffrir, il faut les observer. C'est bon. Et il faut les peindre. C'est bon. Donc, c'est-à-dire, il faut les écrire pour les lire, pour les regarder. Alors là, de cette façon, cela va distraire le condamné. C'est bon. Il va bien sûr donc adoucir donc sa terreur. Il va adoucir ses souffrances. Il va adoucir ses angoisses. Il va moins souffrir donc en écrivant. Bon, très bien. Alors là, si on veut bien sûr déterminer ici un axe, on peut dire donc la fonction libératrice de l'écriture. Donc le condamné, il va écrire et cette écriture, cette écriture va le libérer du poids, donc de cette idée qu'il écrase à tout moment. Donc je m'arrête ici pour cette première partie du texte. J'espère que vous avez bien compris les choses et donc après donc on passe au deuxième paragraphe. Merci beaucoup.